Bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai la lourde charge de passer juste après le repas. C'est jamais facile, on le sait. En fait, je vais essayer de vous tenir éveillé et puis de vous proposer quelque chose de vivant. Donc cette fois-ci, je reviens, mais cette fois-ci avec la casquette d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique. Alors vous allez voir, au fur et à mesure de la présentation, vous allez voir le détail des missions et ce que ça représente et pourquoi ça a été créé. Donc là, on en est à l'application de la réglementation. Alors tout à l'heure, on a eu une très bonne présentation de la réglementation québécoise, canadienne et québécoise, par ma collègue de l'université. Là, je vais faire beaucoup plus simple. Je ne suis pas du tout un juriste, mais je vais vous essayer de vous donner les grandes lignes de comment la loi s'applique en France, notamment sur le milieu aquatique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, les directives, il existe une directive cadre sur l'eau, on appelle ça la DCE de 2000, et c'est elle qui fixe les grands objectifs, les grands principes de la gestion de l'eau en Europe, et à la charge de chaque État de la transcrire dans son règlement et dans ses textes de loi. C'est-à-dire que, donc en 2000, la DCE, en avance, vous allez voir, a déjà pris quelques décisions, et notamment a inscrit dans les textes de loi que les eaux européennes et leurs caractéristiques quantitatives, biologiques, physico-chimiques, donc se traitaient par bassin et district hydrographique. C'est-à-dire que là, l'Europe impose à tous ses membres de traiter ça à l'échelle au moins du bassin de surface. Et ensuite, une fois que ces territoires ont été délimités et identifiés, elle impose pour 2015, donc on en est à l'avant-veille pour nous, l'adoption de plans de gestion globaux, ici, et de programmes de mesure. C'est-à-dire que, outre l'aspect, on se donne les règles de gérer, l'Europe impose également un canevas d'action pour arriver à ces objectifs. On fixe des objectifs, on fixe les moyens, et en 2015, on sera jugé à l'aune des résultats. Et si, alors là, la règle est simple, si on ne satisfait pas aux objectifs que l'on a nous-mêmes choisis, en Europe, c'est simple, on paye. Les États vont devoir payer à l'Europe. La règle est simple, c'est pollueur-payeur. Si on ne satisfait pas les exigences, on paye. Donc, on a comme règle imposée pour 2015 un bon état écologique des milieux aquatiques et du bassin versant. Les textes sont bassin versant, donc c'est un terme vraiment haute surface, mais il faut savoir que le bassin versant, il peut être hydrologique ou hydrogéologique dans les textes européens. Autrement dit, le traitement va être le même pour des eaux de surface comme pour des eaux souterraines. Et le bon état écologique, c'est très simple. Pour avoir un bon état, il faut avoir 3 feux verts. Il faut avoir un bon état quantitatif, un bon état chimique et un bon état biologique. Et là, on définit le bon état écologique de la masse d'eau. La masse d'eau étant, en fait, je ne l'ai pas dit, la masse d'eau, c'est l'unité de gestion auquel chaque État a choisi de gérer son bassin. Dans les grands bassins, puis après, une unité de gestion, on va appeler ça une masse d'eau. Alors, nous, notre histoire, elle a commencé en 1964. La première loi sur l'eau en France, elle date de 1964 et elle instaurait notamment le bassin versant hydrographique. Là, on ne s'occupait que de la surface. C'était la première unité de gestion définie. On a donc comme ça créé des agences décentralisées, des agences de l'eau, qui s'appelaient des agences financières de bassin, vous avez très vite compris. C'était l'organisme qui collectait les taxes suite au prélèvement. Donc à la base, on imposait des taxes, on récupérait ces taxes, on avait donc des moyens financiers, ces moyens financiers étaient ensuite redistribués sur le cycle eau. Donc ça, 64. Ensuite, il y a eu une accélération, 92, 2004 et 2006. Donc vous avez en rouge les grands principes qui sont en fait issus de ces 3 textes. Celle de 92, c'est le cadre naturel, c'est-à-dire le bassin hydrographique est à nouveau imposé comme unité de gestion élémentaire, bassin ou sous-bassin. Et ensuite, surtout, cette loi affirme l'eau comme un patrimoine commun de la nation. Autrement dit, vous en avez l'usufruit, l'usage, si on vous en donne l'autorisation. Vous venez être propriétaire de votre terrain, mais pas du souterrain. Du coup, ça veut dire que si vous voulez exploiter une ressource,
faudra, selon les cas, soit faire une simple déclaration, soit monter tout un dossier dit d'autorisation, libre à l'administration centrale de le faire vérifier et vous donner ou pas cette autorisation. C'est toujours valide. En 2004, en fait, c'est la DCE qui est traduite, donc la fameuse directive cadre européenne, qui est traduite en droit français. Donc, gestion par bassin, objectif de masse d'eau. Cette fois-ci, c'est le bon état qui est choisi pour 2015, c'est la cible. Et puis en 2006, on a une nouvelle loi importante, c'est la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la LEMA. Et là, c'est la création des outils administratifs pour répondre à cet objectif de 2015. Il y a une nouveauté aussi, cette loi impose dans les textes de prendre en compte les adaptations au changement climatique. C'est-à-dire qu'on est, depuis maintenant 2006, et la création de ce nouveau texte, obligé d'envisager dans nos plans de gestion et d'utilisation les impacts du changement climatique. Donc, ça donne des ouvertures de travaux supplémentaires. Alors, là, on va revenir, on va faire un focus sur les eaux potables. Alors, je suis désolé, il y a un petit ici surimposition, mais l'idée, c'est cette politique de l'eau en France, je vais vous la décrire notamment dans sa partie la plus complexe, autrement dit l'eau potable. Le texte qui fait référence, c'est le Code de la santé publique. C'est-à-dire, au-delà de la loi, en plus des lois, on a des codes privés, enfin publics, pardon, et qui imposent un règlement. Et donc, qui dit que quoi? Notamment sur la qualité, les eaux brutes. Autrement dit, l'eau brute qui peut servir à devenir une eau potable doivent déjà répondre à des critères stricts. C'est-à-dire qu'en France, on a interdiction de faire de l'eau potable à partir de n'importe quoi. Il faut déjà que l'eau de base soit d'une qualité qui est jugée acceptable. Et elle est déjà relativement dure. Ensuite, ces eaux sont ensuite traitées pour distribuer en respectant de nombreux critères qui font référence à une sécurité sanitaire. C'est-à-dire que l'aspect sanitaire de la distribution d'eau potable est une obligation de l'État. Et vous allez voir que l'État va employer des experts pour l'aider à tenir ce fonctionnement, notamment vigilance, contrôle sanitaire et autosurveillance. Bon, voilà par exemple un texte et arrêté qui décrivent, alors je ne vous ai pas mis, il y en a une dizaine de pages où il y a une liste assez exhaustive de tous les composés physico-chimiques ainsi que les pesticides phytosanitaires, et tout est normé, codifié pour pouvoir faire de l'eau brute. Ensuite, un autre point qui est hyper important, c'est la définition de la protection sanitaire. C'est-à-dire que, puisqu'on va s'intéresser à une distribution d'une ressource pour en faire une eau potable, la loi va imposer de protéger les points de prélèvement. Et là, ce que je vais vous raconter, c'est à la fois de surface ou souterrain, c'est pareil. Et on va protéger cette ressource, ces points de prélèvement, par ce qu'on appelle des périmètres de protection sanitaire. Ils sont obligatoires pour tous les points de prélèvement d'eau. Et c'est un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique qui va déterminer, sur son propre état de connaissance, après qu'on lui ait transmis une étude hydrogéologique ou hydrologique, les périmètres de protection. Et vous allez voir qu'il y a c'est un pouvoir énorme, parce que ça a des obligations, on va dire, y compris sur le privé. Donc en fait, l'hydrogéologue agréé, ce que j'ai la chance d'être en Gironde, c'est un collaborateur temporaire de l'État qui est en fait chargé par le ministère de la Santé d'établir la protection sanitaire. Donc, à la base, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, le premier géologue agréé, ce n'était pas un hydrogéologue, ça n'existait pas, a été nommé dans les années 1900. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème sanitaire sur une grosse eau potable, une grosse source d'eau potable, et c'est en fait, les premières traces datent de 1900 et 1902, avec la première nomination occasionnelle d'un expert ne faisant pas partie du corps des ingénieurs de l'État, simplement pour apporter une connaissance que l'État n'avait pas. Et c'est de là que s'est transmise cette idée de faire appel à des tiers experts, mandatés par l'État, par le préfet, pour ensuite les aider la décision territoriale, qu'est-ce qu'on devait protéger. Bon, pour l'anecdote, c'était l'analyse de projets d'alimentation en eau potable des collectivités. Actuellement, l'hydrogéologue agréé, il émet un avis dont l'objectif n'est pas de protéger la ressource. Attention, on ne se mélange pas là. Ce n'est pas la gestion de la ressource. Ce n'est pas l'avis de l'hydrogéologue, il ne touche pas à la gestion. Il va dire comment faire pour faire en sorte que le point de captage que l'on a décidé
soit le mieux protégé possible du point de vue sanitaire et le plus pérenne dans le temps, mais sans du tout interférer dans la notion de gestion. C'est que le sanitaire qui est protégé. Donc là, c'est les modalités. Alors les modalités, en fait, pour être hydrogéologue agréé, vous devez montrer patte blanche, bien sûr. Vous devez monter, je crois, entre 5 et 10 ans d'expérience dans le domaine, monter un dossier de compétences. C'est un collège qui se réunit, qui choisit, qui nomme un certain nombre d'hydrogéologues par département. Il y en a à peu près 5 en moyenne, ça peut être un peu moins. Donc, et ensuite, l'agrément est accordé par l'Agence régionale de santé, autrement dit le contrôle sanitaire officiel de l'État, et c'est le préfet qui vous mandate, c'est-à-dire que vous êtes convoqué par le préfet. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas mandaté. Donc, comme je l'ai dit, là, je vous présente devant vous, je suis Alain Dupuis, hydrogéologue de formation, et c'est à ce titre-là que j'interviens. Ce n'est pas mon titre d'universitaire qui fait que, c'est ma compétence, intuite personae, qui fait que j'ai pu être qualifié. Et donc, quand on rend un avis, on a le droit de contredire enfin, on a le droit de dire la vérité, bien sûr, c'est obligatoire, et on a le droit de contredire tous les avis qui peuvent être émis avant, qui peuvent être soit orientés ou pas. Et c'est de notre responsabilité propre qui incombe. À tel point que, quand on est hydrogéologue agréé, on n'a pas le droit d'utiliser ce titre-là pour une fonction commerciale, ni sur nos cartes de visite, ni ailleurs. Parce qu'on est vraiment un collaborateur de l'État et le plus impartial possible. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Les missions. Alors les missions, vous allez voir, il y en a pour lesquelles, oui, c'est normal. L'alimentation en eau potable, c'est-à-dire que l'hydroagréé va donner un avis pour la protection de l'alimentation en eau potable, qu'il soit public ou privé. Vous avez le droit en France d'avoir votre propre captage. Mais si vous donnez à boire à quelqu'un, vous êtes soumis aux règles de protection sanitaire. D'accord ? C'est le droit privé s'applique, le droit public s'applique. Même chose pour les eaux minérales naturelles. Vous savez qu'en France, on est champion pour ça. On a des eaux minérales naturelles à peu près partout, validées par l'Académie de médecine, mais il faut quand même les protéger du point de vue sanitaire. Et donc là, c'est encore un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène qui intervient. Chose un peu plus anecdotique, mais qui arrive souvent, les inhumations en terrain privé. Et là aussi, personne ne peut se faire inhumer, au moins sur le territoire français, puisque c'est la loi française, sans un avis d'un hydrogéologue agréé, tout simplement pour vérifier si l'inhumation ne va pas avoir un impact sur la qualité sanitaire des eaux qui sont environnantes, quel que soit l'usage, pas uniquement pour l'eau potable, mais en fait, il y a un avis obligatoire rendu. Les captages relevant du ministère de la Défense, c'est-à-dire que quand les troupes sont à l'extérieur ou même en France, le service de l'État peut faire appel aux hydroagréés pour délimiter la protection sanitaire de l'alimentation des troupes en France comme à l'étranger. Le rejet des fluents traités dans le sol, l'infiltration, alors effectivement, ça peut être du particulier, de la toute petite installation pour un particulier, mais également avec une installation beaucoup plus grande, avec notamment des traitements agricoles, notamment dans la partie surface. Souvent, on essaye de faire infiltrer les eaux pour bénéficier du pouvoir épurateur. L'avis de l'hydrogéologue agréé est là aussi nécessaire dans l'environnement pour vérifier s'il n'y a pas interférence potentielle avec un captage d'eau potable, notamment. Et puis, toute autre mission à la demande du préfet, ça peut être des trucs, des inhumations parfois un peu particulières. Là, ça c'est vraiment anecdotique. La dernière fois, c'est soit une expertise sur une pollution un petit peu stratégique, où l'État est un peu mouillé, si je puis dire. On demande l'avis d'un hydrogéologue agréé. La dernière fois qu'une inhumation s'est produite, dans ce cas-là, avec demande de l'avis du préfet, pour la ville de Bordeaux, c'était pour inhumer l'archevêque de Bordeaux dans la crypte de la cathédrale. Vous voyez, même l'archevêque, il est soumis aux règles. Il ne passe pas outre. Alors, comment protège-t-on ça ? On protège ces captages, en fait, on a trois moyens. On a ce qu'on appelle les périmètres de protection. Donc, en fait, comme j'ai déjà dit, les périmètres ne protègent pas la ressource, mais vraiment le point de captage. Et on doit se caler à l'exploitation des captages, leur protection. Et on ne peut donner un avis que si on a été mandaté par le préfet. C'est-à-dire que ce n'est pas un exploitant qui peut venir nous voir, même si notre liste est officielle, en disant
allez, fais-moi une petite étude, là, dis-moi ce qui se passe sur mon captage. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un processus très codifié, très réglementé. Et l'avis que l'on rend fait souvent foi pour le préfet pour édicter des règles. Ces règles pouvant aller jusqu'à l'expropriation ou l'interdiction d'usage. C'est ça va très loin en termes de pouvoir. Alors, pour nous aider, on a 3 types de périmètres. Je vais aller très vite, hein, vous allez vite comprendre. On a le périmètre de protection immédiate, et vous voyez que ce n'est pas le périmètre qui est immédiat, mais c'est la protection. Hein, c'est la protection qui devient immédiate. Terrain d'implantation des ouvrages et leurs abords doit être obligatoirement acquis et clôturé et entretenu par la collectivité qui utilise l'ouvrage, et quel que soit en eau de surface ou comme en eau souterraine. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas dire, ben moi, mon captage, il est là, si vous n'êtes pas propriétaire du terrain sur lequel il est installé. Ça, c'est interdit. Il faut acquérir de plein droit les terrains. Alors, ce matin, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit que la communauté urbaine de Bordeaux avait des terrains d'alimentation qui allaient au-delà de son territoire, qui allaient jusqu'à plus de 40 km. Ça pose quelques difficultés d'acheter quelques terrains, quelques hectares de terrain pour protéger ces ressources à l'extérieur, parce que les communes ne sont parfois pas recevables à ce type de demande. Ensuite, vous avez donc le périmètre de protection rapproché. Celui-là, en fait, il est pour procurer on va dire une ressource temporaire au captage. Imaginons qu'un acte de pollution ou de dégradation se produise dans le voisinage immédiat du captage. Le périmètre de protection permet donc de tamponner l'arrivée de la pollution sur, on appelle ça l'isochron 50, sur 50 jours d'autonomie. Autrement dit, sur un périmètre donné, sur un territoire, on est capable d'imposer des règles de gestion pour protéger la qualité de l'eau jusqu'à 50 jours. Et si nécessaire, dans certains cas très compliqués, notamment des karstes, on a la notion de périmètre de protection éloigné, disjoint, c'est-à-dire qu'on peut dire, pour protéger ma ressource, j'ai obligation de protéger l'environnement immédiat, c'est un fait, et également quelque chose, une situation géographique à l'amont, parce que d'habitude ça vient de l'amont, qui a, on va dire, l'obligation d'être protégé. Et sur ces périmètres-là, on a également le droit d'approuver ou d'imposer des contraintes. Donc là, vous avez des images de périmètres de protection, ça reprend, mais celle-ci qui suit voilà, est mieux, je trouve. J'aurais dû d'ailleurs enlever l'autre. Vous voyez ici un captage avec son périmètre immédiat, son périmètre rapproché et son périmètre éloigné. D'accord ? Et donc sur ça, à la parcelle, on détermine ça à la parcelle, c'est-à-dire qu'on est obligé de lister l'ensemble des parcelles, le parcellaire est disponible. On a donc accès avec protection, usage, interdiction sur chaque parcelle. Là, c'était pour dire qu'on peut adapter, c'est-à-dire que si on a une zone domaniale ici où on sait que c'est pertinemment protégé, on ne va pas inclure. Par contre, si on a des industries qui chevauchent le périmètre de protection éloigné, on ne va pas en prendre qu'une partie, on va tout prendre. D'accord ? C'est la règle. On se protège au maximum. C'est la notion de protection. Ça, c'est un exemple auquel je tiens. C'est un vieux périmètre. Je vous ai montré comment c'était fourni avant. Vous aviez ici le découpage parcellaire, même s'il n'est pas très net. Ici, vous aviez sûrement le captage avec son protection immédiate. Puis après, on ne savait pas vraiment comment ça coulait. On prenait un cercle, ou quelque chose qui ressemblait à un cercle, et puis on dit, dans cette surface-là, on interdit tel ou tel usage, telle ou telle industrie. Actuellement, on est plutôt comme ça, quoi. On nous demande plutôt des études qui fonctionnent avec un découpage parcellaire et un appui, on va dire, du découpage sur des raisons scientifiques et techniques. On essaye d'éviter le compas, si on peut, tant qu'à faire, on y gagne en crédibilité. En termes d'image, voilà ce que ça peut donner. Ici, c'est au Pays Basque, vous voyez, le périmètre de protection, ici, c'est une source captée, c'est protégé par rapport à quoi ? Au package des bovins et des ovins qui sont en libre accès. Ici, vous avez dans une commune où c'est du colza en arrière-plan. Ici, c'est la source de Budos, c'est-à-dire c'est un terrain, une source qui a été recouverte et enherbée, avec le territoire est clôturé. Ici, vous avez une autre image un peu plus au sud dans les Landes, vous voyez, périmètre de protection, tondu, pas désherbé bien sûr. Et là, le maïs juste à côté. Donc, les étapes. Tout ça pour vous dire que ça rentre dans un processus qui est très compliqué. Vous voyez les différentes étapes. Les deux essentiels, c'est l'avis d'hydroagréé. Pourquoi ? Parce que de l'avis que l'on va rendre, le préfet va s'en inspirer. Il va le rédiger en termes juridiques, bien sûr. Nous, c'est rédigé en termes hydrogéologiques ou hydrologiques. C'est rédigé ensuite en termes juridiques. C'est opposable au tiers. Et ensuite,
tous les captages font l'objet d'un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire que le droit public domine le droit privé et impose ses règlements. Donc, quand on doit protéger l'eau, on protège l'eau pour la communauté. Voilà, je vous remercie de votre attention.